Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Les élèves des internats continuent de retourner dans leurs écoles pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 et leurs parents apprécient la façon dont le système de transport scolaire a été mis en place. Le Conseil des cardinaux réuni ce mardi au Vatican a décidé que le pape François sera inhumé ce samedi 26. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les élèves des internats continuent de retourner dans leurs écoles pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 et leurs parents apprécient la façon dont le système de transport scolaire a été mise en place. Ce mardi, plus de 10 000 élèves ont été amenés dans des écoles des districts de Nyanza, Nyamagabe, Nyabihu, Lubavu, Ludindo, Gakenke, Rwamagana et Kayonza. Les parents venus accompagner leurs enfants se sont montrés très satisfaits de la façon dont le système de transport scolaire a été mis en place, mais ils ont également souligné les défis qui subsistent encore. Le deuxième jour de la rentrée scolaire, plus de 10 000 autres élèves devraient être transportés vers les écoles des districts de Huye, Gisagara, Nyamagabe, Nyanza et Rwamagana. Les parents qui ont accompagné leurs enfants à l'école ont beaucoup apprécié la façon dont le programme de transport scolaire a été mis en place et a été suivi par toutes les agences, y compris NESA et la sécurité. Hier, plus de 6 000 élèves ont été transportés dans les écoles des districts de Luhango et de Nyagatare. Le Conseil des cardinaux réuni ce mardi au Vatican a décidé que le pape François sera inhumé le samedi 26 du mois en cours. Kassim Youssouf nous en dit plus. Avant son décès, le pape François avait indiqué le lieu où il souhaitait être inhumé. Il s'agit d'une particularité notable car il ne sera pas enseveli au même endroit que ses prédécesseurs. Le Conseil des cardinaux a décidé ce mardi que le pape François sera enterré dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, conformément à son souhait exprimé dès son vivant. Ce même conseil a également fixé la date des obsèques de l'ancien chef de l'Église catholique à ce samedi 26 du mois en cours. Lors de cette réunion, les cardinaux ont aussi décidé que dès ce mercredi, son corps sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre un dernier hommage avant son inhumation. Ce lundi soir, le président de la République, Paul Kagame, a salué le pape François comme une voix de compassion, d'humilité et de quête d'unité mondiale. Sur son compte X, anciennement Twitter, le chef de l'État a également souligné que le pontificat de François a été marqué par la reconnaissance de l'histoire de l'Église catholique au Rwanda, ce qui a jeté les bases d'une relation stable entre l'Église et le pays. Alors que la plupart de ses prédécesseurs ont été enterrés dans la basilique du Vatican, lieu de sépulture également du pape Benoît XVI, décédé en décembre 2022, François a choisi un lieu différent. Il est prévu que le doyen des cardinaux, l'italien Giovanni Battistare, âgé de 91 ans, préside la cérémonie funéraire. Si cela n'est pas possible, la responsabilité reviendra à l'Argentin Leonardo Sandri, 81 ans. Pendant ce temps, des milliers de fidèles catholiques venus des quatre coins du monde continuent d'affluer vers la basilique Saint-Pierre pour un dernier adieu au pape. Des dirigeants du monde entier ont également commencé à annoncer leur participation à la cérémonie funèbre. Parmi eux figure le président français Emmanuel Macron, qui l'a confirmé lors d'une conférence de presse dans les îles de la Réunion où il est en visite officielle depuis lundi. D'autres personnalités ayant confirmé leur présence au Vatican pour les funérailles sont le président des États-Unis Donald Trump et son épouse Melania Trump, ainsi que Javier Milei, président de l'Argentine, pays d'origine du pape François.
Après les funérailles, suivra le processus d'élection du nouveau pape. La date de ce conclave sera déterminée lors d'une réunion des cardinaux actuellement en cours au Vatican. En attendant l'élection du nouveau pape, l'Église catholique est temporairement dirigée par le cardinal Kevin Farrell, originaire d'Irlande, qui a annoncé la mort du pape François. Il est responsable des affaires de l'Église à Rome. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer à l'élection du nouveau pape. Aucun candidat ne se présente de manière officielle. Les cardinaux se réunissent en conclave où ils choisissent entre eux, après délibération, celui qui deviendra le nouveau pape. Ce scrutin se déroule dans le plus grand secret. Aucune autre personne extérieure aux cardinaux n'est autorisée à pénétrer dans la salle du conclave. À la fin du vote, les bulletins sont brûlés. Si de la fumée noire s'élève du toit du bâtiment, cela signifie qu'aucun pape n'a encore été élu. En revanche, la fumée blanche indique qu'un nouveau pape a été choisi. Pour qu'un pape soit élu, il doit avoir obtenu les 2/3 des voix des cardinaux votants. Une fois l'élection achevée, un cardinal annonce à haute voix depuis la salle « Habemus Papam », nous avons un pape, et ainsi prend fin le conclave. Le 22 avril est la Journée internationale de la Terre. Les acteurs de la protection de l'environnement et de la biodiversité affirment qu'en général, les gens devraient faire quelque chose pour protéger la Terre et tout ce qui y vit. L'un des problèmes persistants ayant des conséquences sur la biodiversité de la Terre, notamment les océans et autres plans d'eau, est l'accumulation des plastiques, les vagues de chaleur extrêmes, les incendies de forêt, les inondations et une mauvaise gestion des terres. Tous ces phénomènes continuent d'affecter la vie des millions d'habitants de la planète. Les experts en environnement affirment que chaque année, la Terre perd l'équivalent de 10 millions d'hectares de forêt, soit une superficie supérieure à celle de l'Islande. Un écosystème en bonne santé aide la pollution mondiale à se prémunir contre les maladies épidémiques qui pourraient dévaster la planète. Cet écosystème est également ce qui limite la propagation rapide des agents pathogènes responsables des maladies. Actuellement, on estime qu'il y a environ 1 million d'espèces animales et végétales sur Terre qui risquent de disparaître à jamais. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé à ce propos. La Terre a besoin de vous. Le problème majeur du changement climatique causé par des activités humaines est de plus en plus visible. Nous avons eu l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec 10 années marquées par des températures records et des océans plus chauds que jamais. Nous avons aussi observé des incendies de forêt, des tempêtes violentes et des sécheresses sévères. Nous devons repenser nos actions pour réduire la pollution et privilégier l'utilisation d'énergies non polluantes. Le 22 avril 1970, environ 20 millions de citoyens américains sont descendus dans les rues pour protester contre les actions nuisibles à la planète, exigeant de nouvelles mesures pour la protéger. Cette date est devenue connue sous le nom de Jour de la Terre et est désormais célébrée dans d'autres pays du monde. Depuis lors, des lois ont été adoptées aux Nations Unies pour protéger l'environnement, y compris les lois pour la préservation de l'eau potable, de l'air pur et de la biodiversité en déclin. En 2016, les Nations Unies ont choisi cette date pour la signature des accords internationaux de Paris visant à lutter contre le changement climatique. L'ONU affirme que le changement climatique a profondément modifié la vie naturelle et les écosystèmes. « 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 dans le district de Nyarugenge, secteur de Muhima et dans ses alentours, notamment à l'église Sainte-Famille, où beaucoup de Tutsis espéraient avoir trouvé refuge. Plus de détails avec Yvan Ngendanzi. Nous reviendrons sur cet événement plus tard dans cette édition ou dans nos éditions ultérieures. En district de Houillé, dans le cadre de la 31e commémoration du génocide commis contre les Tutsis, l'on a rendu ce lundi hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis à l'église catholique de Karama, où plus de 1000 enfants avaient été empoisonnés avec de la bouillie contenant de l'acide. 12 corps retrouvés cette année ont également été inhumés
dans la dignité. Kassim Youssouf pour les détails. Dans le cadre de la commémoration des plus de 75 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis massacrés dans l'ancienne commune de Runyinya, aujourd'hui secteur de Karama, 12 corps des victimes retrouvés dans les champs de la population ont été inhumés dans la dignité. Nous avons vu beaucoup de véhicules des militaires arriver ici et ils nous ont encerclés de manière que personne ne pouvait s'échapper. Nous avons eu peur et mon frère me disait de sortir pour que nous puissions nous enfuir. Je lui ai alors dit qu'il ne pouvait pas nous massacrer ici parce que c'est l'hôtel, un endroit sacré. Nous sommes restés jusqu'à ce que les balles se soient tues et partout il y avait des corps inanimés. Les parents criaient disant que les enfants allaient mourir dans leurs bras parce qu'ils avaient faim. Ils sont allés chercher de la bouillie chez les prêtres et lorsque les enfants en buvaient, ils mouraient. On a alors dit qu'on y avait mis de l'acide. Cette mère de 43 ans, tout comme les autres survivants du génocide perpétré contre les Tutsis dans cette région, poursuit le chemin de la reconstruction. Après 31 années, je suis venu de très loin. On croyait que tout était fini pour nous. Maintenant, je ne suis pas une personne sans aucune considération. J'ai fait des études jusqu'à l'université et je suis médecin et j'apporte mon soutien aux autres Rwandais. Nous nous sommes physiquement et économiquement construits. Nous avons étudié, nous sommes employés, nous avons des familles et nous avons des enfants majeurs. Alors que les familles, les amis et les proches venus de différentes régions du pays se sont joints aux habitants de Karama pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis dans le cadre de la 31e commémoration du génocide commis contre les Tutsis, certains responsables, autorités locales et citoyens ont été critiqués pour leur silence face aux actes de propagande génocidaire encore visibles chez certains. Il y a où nous avons vu qu'ils ont constitué une sorte d'association pour dire aux gens de garder le mutisme pour que personne ne puisse savoir que cet endroit est miné par l'idéologie du génocide. Lors de cette activité marquant la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis à Karama, un appel a de nouveau été lancé pour que l'église catholique de Karama où des Tutsis ont été massacrés soit préservée et qu'un mémorial y soit installé afin de sauvegarder la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Les analystes de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo estiment que le gouvernement congolais devrait d'abord résoudre ses propres problèmes internes au lieu de les imputer constamment au Rwanda. Ces propos font suite aux accusations portées par le gouvernement congolais contre l'ancien président Joseph Kabila qui y aurait, selon Kinshasa, trahi le pays en collaborant avec le Rwanda. Kassim Youssouf. Circulait encore des rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila serait arrivé à Goma, ville contrôlée par le M23 depuis près de 3 mois. Les autorités de Kinshasa l'ont rapidement qualifié de traître. Ces accusations sont survenues peu de temps après que certains responsables du pays ont affirmé que Kabila était d'origine rwandaise. Tite Gatabazi, analyste de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, indique que qualifier de Rwandais un homme comme Kabila, qui a dirigé la RDC, et l'accuser ensuite de trahison est une stratégie visant à détourner l'attention de la population et à faire porter la responsabilité des problèmes sur le Rwanda. Parce que ce doit être une victoire à la fois politique et diplomatique pour l'AFC M23, d'accueillir l'ancien chef de l'État. Ça bouleverse la scène politique congolaise
Et vous avez vu tout le tralala médiatique qu'il y a autour de ça. Parce que la vérité, la donne change. Et le discours politique devra changer aussi. La dimension diplomatique devra s'adapter à la nouvelle donne. C'est véritablement un changement de paradigme, oui. Elles qui lui sont restées fidèles, qui l'ont suivi à Lubumbashi, qui l'ont suivi dans son exil, demain, on ne sera pas étonné de voir qu'il y a des figures politiques de premier plan qui viennent séjourner aussi à Goma. Mais il faudra faire très attention avec ce à quoi on risque d'assister, la transhumance politique. C'est une vieille habitude au Congo. Il y en a qui viendront à Goma, ça c'est certain, mais qui n'auront pas la conviction, qui n'auront pas épousé la cause de l'AFC M23, mais qui seront des opportunistes, qui viennent se refaire une nouvelle virginité politique, parce qu'à Goma, c'est opportun de suivre l'ancien président. Oui. Lors de la récente réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies, Robert Kayinamura, a fait observer que les problèmes de la RDC ne devraient pas être imputés au Rwanda alors que ce pays est incapable de trouver des solutions durables à ses propres défis. La République démocratique du Congo doit s'attaquer à ses propres problèmes et cesser de blâmer systématiquement le Rwanda qui n'est pas responsable de les résoudre. Accuser le Rwanda est devenu une échappatoire leur permettant d'ignorer leurs propres défis. Je tiens également à souligner que des groupes comme Wazalendo collaborent étroitement avec les FARDC en violation des accords de cessez-le-feu. Cela montre clairement une volonté d'éluder les solutions politiques au profit d'options militaires. Le retour au pays de l'ancien président Joseph Kabila Kabange semble avoir profondément bouleversé les plus hauts responsables de la RDC. Je considère que ce sont des rumeurs, parce que ni Kabila, ni l'AFC M23 n'ont confirmé la présence de l'ex-président Kabila à l'est de la RDC, à l'occurrence dans la ville de Goma. Donc pour moi, ce sont des rumeurs, jusqu'à ce qu'il y ait des confirmations officielles que Kabila est à l'est et à Goma, précisément, ou à l'est en général. Mais jusque-là, quand les informations ne sont pas soutenues par des preuves, par des déclarations officielles, elles sont considérées comme des rumeurs et je les considère en tant que telles. Filiation du président Kabila à l'AFC M23 ont été faites, ont été formulées par le président Tshisekedi lui-même lorsqu'il était convalescent à Bruxelles, lorsqu'il était allé se faire soigner. Il a dit que Kabila a boycotté les élections et qu'il a boycotté les élections, qu'il prépare une insurrection, que quand on parle de l'AFC, on parle de Kabila. Moi, je pense, donc c'est un discours officiel qui a été adopté par le gouvernement Tshisekedi et dont Mouyaya ne pouvait pas passer outre. Donc, je ne pense pas que ce que Mouyaya dit puisse être considéré comme parole d'évangile. Cela fait maintenant plus de 30 ans que l'Est de la RDC est en proie à l'insécurité, une situation qui a débuté lorsque le gouvernement congolais a accueilli à bras ouverts les auteurs du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui encore, les forces armées de la RDC coopèrent avec le groupe terroriste FDLR. Passé à l'international, près de 1000 supporters de l'équipe Arsenal venus de différents pays du continent africain ont inauguré une salle de studio, ce qui servira à la production d'émissions sur la santé mentale. Ce studio est un don offert au Centre de guérison psychologique et de résilience Aheza Healing Center, fondé par l'organisation Ibuka. La deuxième journée du Festival des supporters d'Arsenal en Afrique organisé au Rwanda a été placée sous le signe de solidarité. Les fans de ce club avaient débuté la journée par une campagne de reboisement au cours de laquelle plus de 400 arbres ont été plantés dans le secteur de Ntarama. Ensuite, ils se sont rendus au mémorial du génocide contre les Tutsis de Ntarama, situé dans le district de Bugesera. Pour ces supporters,
Ces gestes symboliques traduisent leur solidarité. Quand on dit plus jamais le génocide, donc c'est pas le Rwanda seulement, même ailleurs, ils vont porter ce message-là, ils vont porter ce drapeau pour qu'ensemble, au moins, ces génocides ne puissent pas se reproduire nulle part ailleurs. Nous avons vraiment fait beaucoup de choses, des actes de solidarité, des actes de financement, des actes d'infrastructure partout dans le pays. Et je peux citer quelques exemples. Par exemple, nous avons construit un marché local pour les démobilisés. Ils en profitent pour gagner leur vie. Nous avons donné des bateaux dans le Kivu pour appuyer les gens à produire beaucoup, à voyager, à avoir de l'argent aussi. Nous avons construit quelques maisons pour les rescapés du génocide contre les Tutsis de 1994. Nous avons vraiment même donné dans certaines localités électricité pour éclairer les gens. Nous disons que c'est vraiment pas beaucoup comme budget, mais ça parle beaucoup comme appuyer la communauté rwandaise, même le gouvernement, dans ses visions de développer le pays. C'est dans ce cadre-là que nous le faisons quand même. Les supporters d'Arsenal ont également fait un don d'un studio entièrement équipé au centre Aheza Healing and Career Center. D'une valeur estimée à plus de 15 millions de francs rwandais, cet espace servira à la production et à la diffusion d'émissions destinées à l'accompagnement psychologique et à la sensibilisation autour de la santé mentale. Selon Sengia Iremye, fidèle, employé au sein de ce centre, ce don arrive au moment opportun. Les gens ont besoin d'accéder à une information claire sur la santé mentale. Ce studio va jouer un rôle essentiel en nous permettant de diffuser largement du contenu éducatif à destination de tous les Rwandais, qu'ils soient enfants ou adultes. L'objectif est d'aider chacun à mieux comprendre les troubles liés à la santé mentale, à en reconnaître les symptômes et à connaître les démarches à suivre pour accompagner une personne concernée. Nous aborderons également les premiers gestes à adopter, les étapes de prise en charge, ainsi que les établissements de santé spécialisés dans ce domaine. Dr Cyprien Nilenganya, supporter d'Arsenal, a tenu à souligner que leur engagement dépasse largement le cadre sportif. Le fanatisme, mais c'est aussi l'esprit, c'est aussi, nous avons créé comme une famille, hein, et la famille qui s'entraide, la famille qui, oui, on regarde les matchs ensemble, oui, on s'entraide, oui, quand quelqu'un d'entre nous a eu un événement social, solidairement, nous essayons d'appuyer. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment immense. Nous avons eu beaucoup de pays, beaucoup de fans d'Arsenal à travers l'Afrique, que ce soit francophone ou anglophone. Nous avons eu ce privilège de les avoir accueillis au Rwanda, mais spécifiquement ici à Nyamata, à Ntarama. Il s'agit de la 6e édition du Festival des supporters d'Arsenal et de la 2e à se tenir sur le sol rwandais. Depuis 2018, le club Arsenal collabore étroitement avec le Rwanda dans le cadre de la campagne Visit Rwanda, destinée à promouvoir le tourisme. Ce partenariat comprend également d'autres initiatives, notamment celle axée sur le développement des jeunes talents. Amandine Dikouma-Sabo pour la télévision rwandaise. C'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de bientôt vous retrouver.